à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous investissement durable ou à impact de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous poserons une question. 2022 sera-t-elle une année plus difficile en ce qui concerne le financement de projets durables et notamment éoliens, avec la hausse des coûts des matières premières d'un côté et le sujet éolien qui est souvent revenu dans la campagne présidentielle avec des oppositions parfois farouches venues notamment de la droite. Une question que nous poserons dans un instant à Léo Lemordant, cofondateur et président d'Enerfip. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux patrimoine où nous nous pencherons sur le PEP, le PEPP. Alors nous ne parlerons pas ici du plan de rachat d'actifs de la BCE en lien avec la pandémie qui porte le même nom et qui est bien connu des financiers, mais d'un produit d'épargne retraite conçu pour être transférable d'un pays de l'Union européenne à un autre. Un produit qui commence tout juste à pouvoir être commercialisé sur le sol européen, le Pan-European Pension Product. Vous en saurez plus dans un instant en compagnie de Maude Vanier-Moreau, directrice générale associée de Galéa, mais également en compagnie de Jean-Pierre Gomez, responsable des affaires publiques et réglementaires chez Société Générale Security Services. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec Investir responsable, le rendez-vous ISR, investissement durable, investissement à impact de Smart Patrimoine, avec une question qui va nous animer aujourd'hui. 2022 sera-t-elle une année plus difficile pour le financement de projets durables et notamment éoliens ? Une question qu'on peut se poser en lien évidemment avec la hausse des coûts des matières premières, les réticences de certaines politiques publiques à faire émerger de nouveaux projets éoliens, voire même parfois des propositions durant cette campagne présidentielle de démonter des éoliennes existantes et évidemment les sujets énergétiques en lien avec la guerre sur le sol ukrainien. Autant de facteurs qui peuvent rendre plus difficile l'émergence de projets éoliens d'un côté, mais de manière plus générale de projets d'énergie propre sur le sol français. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Léo Lemordant, cofondateur et président d'Enerfip. Bonjour Léo Lemordant. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine à nouveau. Alors Enerfip, c'est, on le rappelle, une plateforme de crowdfunding spécialisée dans le financement de projets justement en lien avec l'énergie propre. On y retrouve du financement de projets de panneaux solaires, de financement de projets éoliens. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 350 projets financés depuis le début, 200 millions d'euros de collecte atteints et Enerfip qui existe depuis 6 ans. Globalement, on est bon. C'est bien résumé. L'année 2022 s'est déjà ouverte. Il y a un certain nombre de problématiques que j'ai résumées en introduction qui conduisent à se demander si le contexte est propice à faire émerger de nouveaux projets d'énergie durable. On sent que c'est un sujet de fond, qu'on parle de transition énergétique qui devrait s'accélérer, d'indépendance énergétique qui passerait notamment par le durable, mais on a l'impression que c'est un sujet de demain et que quand on regarde des prises de position des politiques sur le sujet, notamment durant la campagne présidentielle, il y a quand même une opposition de plus en plus grande vis-à-vis de la façon dont c'est mené et donc vis-à-vis des projets actuels. Est-ce que ça, c'est de nature à vous inquiéter pour faire sortir des projets éoliens et ou solaires en 2022 ou en 2023 ? Alors le mot-clé que vous avez utilisé, c'est l'impression. Oui. Et nous, de notre côté, du côté de professionnels du secteur, on a vraiment l'impression opposée. D'accord. Et notre vision, c'est qu'il y a des nuages qui s'accumulent. Vous les avez rappelé, l'augmentation des coûts des matériaux de construction notamment, l'inflation qui arrive également, tout le contexte macroéconomique qui va avec. D'accord. Ça peut inquiéter. Mais il y a quand même des gros signaux positifs de l'autre pour notre secteur et pour la planète en général. C'est qu'il y a une prise de conscience quand même qui s'effectue dans le grand public avec un rappel régulier, que ce soit de rapports d'experts internationaux ou français, qui explique qu'on n'a pas le choix en fait. Si on veut aller vers une économie qui soit décarbonée, il n'y a pas le choix que d'avancer sur le sujet de l'énergie et notamment de l'électricité d'origine renouvelable. Avec en premier lieu, j'imagine, le rapport du GIEC. Alors, ma question porte plus sur ce qu'on a pu entendre au niveau politique, au niveau français. Alors, effectivement, on avait une candidate du Rassemblement national au second tour qui voulait démonter certaines éoliennes existantes, mais on avait aussi, dans une droite
plus modérés, notamment les Républicains, de pas mal de doutes au sujet éolien sur Terre en tout cas, avec des arguments qui allaient de ça fait perdre de la valeur à l'immobilier qui est à côté, c'est moche dans le paysage, ça ne fonctionne que quand il y a du vent. Est-ce que du coup, alors certes ce ne sont pas des formations politiques qui ont été élues à la présidentielle, mais qui seront présentes peut-être selon d'autres formations politiques, notamment lors des législatives ou autres, est-ce que c'est de nature à freiner les projets ou sur le terrain vous ne voyez pas de différence aujourd'hui dans les faits? Non, mais si le politique s'empare de ces sujets, c'est qu'il y a évidemment il y a un intérêt à en parler pour le politique. Donc ça reflète aussi une partie de la prise de conscience. De la prise du sentiment général sur certains territoires qui ont été bien développés au niveau éolien, donc les Hauts-de-France, etc. Mais si on a une vision plus nationale du sujet, les arguments que vous mentionnez peuvent être pris à certains endroits sur certains projets qui peuvent être aussi, il faut le dire, pas forcément bien menés par les développeurs. D'accord. Néanmoins, si on regarde aussi les sondages propres à l'énergie éolienne en particulier, on se rend compte qu'il y a 80% de la population qui soutient le développement de cette énergie, et notamment un soutien très fort des riverains qui ont déjà des parcs à côté de chez eux. Alors, on peut contester ces sondages qui sont commandés par les industriels du secteur, enfin l'association des industriels du secteur, mais moi je crois quand même à ce... Avec une formation d'ingénieur, on ne peut que croire à ce type de sondage. Et en tout cas, ça montre que si certains politiques, pour aller chercher 20% des voix, vont sur ces thématiques-là, ça ne veut pas dire que la majorité de la population s'y oppose de façon frontale. Et il faut trouver un juste milieu. Ce que a plutôt proposé le président qui a été élu en février dans sa feuille de route, c'était donc de doubler quand même la capacité d'éolien terrestre, avec un horizon qui soit un peu plus éloigné dans le temps. Donc, pour prendre en compte et prendre en considération, aménager probablement, donner du temps pour aménager les projets qui peuvent être contestés et qui peuvent être améliorés pour une meilleure insertion dans le paysagère ou voilà, mieux prendre en compte peut-être les critiques, les critiques et les remontées des territoires. Mais quand même, il y a un moment, il faut aussi trancher. Bien sûr. Et il y a des priorités à se donner. L'indépendance énergétique, c'est absolument critique et on saisit toute la portée que ça a. Bien sûr, que avec ça soit notamment la guerre sur le sol ukrainien et donc les sanctions vis-à-vis de la Russie. Oui. Que ce soit au niveau des prix, c'est un impact très direct, ou de manière plus géopolitique et stratégique. Et alors justement, au niveau de la hausse des prix de l'énergie qu'on connaît quand même depuis le début de l'année, en lien avec la guerre sur le sol ukrainien, mais surtout en lien avec les sanctions appliquées à la Russie qui fournit à l'Europe du charbon, du gaz et du pétrole, est-ce que cette hausse des prix de l'énergie et ce questionnement actuel qui est comment est-ce qu'on trouve de l'énergie pour demain, mais vraiment demain, c'est-à-dire l'année prochaine, et donc avec cette recherche plus de charbon, de gaz ou de pétrole dans un premier temps, est-ce que c'est de nature à remettre en cause des projets éoliens sur le court terme ou pas forcément Éolien ou solaire, hein, d'ailleurs, durable. Oui. Non, en fait, on n'a pas le choix que d'aller à fond dans toutes les directions. Et au contraire, ça a plutôt tendance à donner de l'impulsion dans le sens opposé de ce que vous dites. Bien sûr. Alors, on peut relancer une centrale à charbon ici ou là, mais la direction globale, c'est qu'on a besoin de sources d'énergie décarbonées et qui soient pérennes dans le temps, à des coûts qui soient prévisibles. Et ça, c'est exactement ce que proposent les énergies renouvelables, puisqu'on peut prévoir la production de façon assez... avec une bonne prévisibilité, et donc mettre en face des plans de financement qui vont permettre d'avoir un coût de production de l'énergie sur 30 ans qui soit prévisible. Et ça, c'est une valeur très très forte quand on regarde la volatilité récente des prix récents. Quand on est une entreprise et qu'on doit faire tourner des machines, on peut utiliser de l'énergie qui provient essentiellement d'énergie propre. On s'est suffisamment sûr en termes de quantité d'énergie, d'approvisionnement pour faire tourner des turbines, par exemple ? Oui, au contraire, c'est quasiment plus simple d'avoir une fourniture en énergie renouvelable pour la prévisibilité. Et c'est pour ça que se développe de plus en plus en Europe, en particulier en Espagne par exemple, mais ça vient aussi en France de façon
on voit une grosse tendance qu'on sent venir, c'est l'achat direct de l'énergie, de l'électricité produite par des parcs solaires, par exemple, aux développeurs de projets qui exploitent le parc. Sans passer par un intermédiaire. Sans passer par EDF ou une revente à l'État qui va ensuite revendre l'électricité via EDF. Vraiment des accords, donc on appelle ça les corporate PPA, des contrats d'achat en direct, qui permet en fait à l'industriel de s'assurer d'une fourniture d'électricité qui va être à un coût qui est prévisible et sur le long terme. Et ça a vraiment beaucoup de valeur pour eux. Une dernière question, une dernière inquiétude sur la sortie de projets durables sur le sol français en 2022. Les coûts. On a parlé des prix, mais les coûts, alors on a des hausses des coûts des matières premières, on a parfois des problèmes d'approvisionnement de certaines matières premières, et on a une inflation globale qui vient rajouter encore une couche de coûts, si je peux le dire ainsi. Est-ce que ça, c'est de nature à remettre en cause des projets d'énergie propre ? À ce jour, pas encore vraiment, mais c'est une inquiétude qui monte. Vous avez mentionné le coût des matières premières, l'inflation générale qui peut avoir un impact sur les salaires, par exemple. D'accord. Mais également les coûts de financement qui peuvent, vu le contexte macroéconomique et si les banques centrales remontent les taux, impacter le coût de financement. Et donc ça peut avoir un effet ciseau assez dévastateur. C'est-à-dire que j'achète mes matériaux plus chers, je paye ceux qui construisent mon éolienne plus cher, et en plus de ça, mon crédit me coûte plus cher pour financer mon éolienne. Oui. Donc ça peut avoir un impact significatif sur le prix du kilowattheure à la fin, en bout de chaîne. Néanmoins, on a des grosses marges aujourd'hui, puisque les coûts ont vraiment beaucoup diminué ces dernières années, que ce soit dans le solaire ou l'éolien. Ça a été très très significatif. Donc il y a une petite marge de manœuvre, surtout compte tenu du prix de l'énergie aujourd'hui. D'accord. Néanmoins, il y a un point d'attention à avoir. Nous, on n'est pas encore trop inquiets, mais c'est quelque chose qu'on regarde évidemment attentivement en tant que professionnel de ce secteur. Un point d'attention à avoir, et je reboucle avec la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le sujet politique. Alors effectivement, j'ai mis en avant, vous ne l'avez pas fait dans vos réponses, mais les critiques qu'il pouvait y avoir au sujet politique, mais j'ai bien noté qu'effectivement, le simple fait qu'on en parle montre que les mentalités ont pas mal évolué sur le sujet. Merci. Ouais, alors on peut aussi mentionner au niveau politique d'autres pays comme l'Allemagne qui a tranché pour le coup dans le vif en décidant 80% d'électricité renouvelable en 2030. Et ça, c'est aussi un autre signal qu'on peut percevoir, c'est qu'il y a la petite lorgnette française, mais au niveau européen, il y a la lorgnette européenne, effectivement. La lorgnette européenne et mondiale montre que il n'y a pas le choix, quoi. Et que certains arrivent à avancer plus facilement et de manière un peu plus rassemblée sur le sujet. Merci beaucoup, Léo Lemordant. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président d'Enerfip. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Et aujourd'hui, dans Enjeu Patrimoine, nous vous proposons un focus sur le PEP, le Pan-European Pension Product, un produit d'épargne retraite valable et transférable dans toute l'Union européenne, élément essentiel du plan d'action de la Commission européenne visant à renforcer l'union des marchés de capitaux, comme elle le dit elle-même dans un communiqué en rapport avec le PEP, évidemment. Un produit qui a été adopté en 2019, mais qui est entré en vigueur depuis un mois, depuis le 22 mars dernier. Et un produit qui peine à trouver non pas preneurs, mais distributeurs sur le sol français. En tout cas, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans Smart Patrimoine Maude Vanier-Moreau, directrice générale associée de Galéa. Bonjour Maude Vanier-Moreau. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Galéa, pour en dire un mot, c'est un cabinet d'actuaires conseils qui accompagne entreprises et assureurs sur des questions de gestion des risques notamment. Et en l'occurrence, vous êtes intéressé de près à ce PEP. Vous allez pouvoir nous en parler. Nous avons le plaisir d'être également en duplex avec Jean-Pierre Gomez. Bonjour Jean-Pierre Gomez. Bonjour Nicolas, bonjour Maude. Vous êtes responsable des affaires publiques et réglementaires chez Société Générale Securities Services. Je rappelle qu'un des rôles de Société Générale Securities Services, de la branche Securities Services, c'est d'accompagner les institutions financières et de leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Et en l'occurrence, vous avez vous aussi creusé de près ce sujet réglementaire du PEP, je le rappelle, Pan-European Pension Product. On aura votre avis également sur le sujet dans un instant. On va commencer peut-être avec vous, Maude
Vanier-Moreau. Pan-European Pension Product, on le répète encore une fois, j'ai envie de dire produit d'épargne retraite pan-européen, si on devait le traduire comme ça en français, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un produit d'épargne retraite individuel. Donc, un produit qui doit garantir un complément de retraite aux particuliers. D'accord. J'insiste sur le fait que c'est pour le particulier parce qu'à un moment, il était envisagé que ce soit un produit collectif. D'accord. Mais donc là, il s'agit bien d'un produit pour le particulier, un complément de retraite lors de son départ et un produit donc européen. Et là, c'est la grande nouveauté. Pour permettre une concurrence accrue et la libre circulation des capitaux sur le marché unique européen, pour aussi favoriser la mobilité des travailleurs en Europe et réinvestir les capitaux dans le financement de l'économie réelle. Donc, un même produit pour l'intégralité des pays de l'Union européenne pour l'épargne retraite de chaque citoyen finalement de l'Union européenne. C'est ça, c'est l'ambition visée. C'est l'ambition visée, c'est pas encore le cas aujourd'hui parce qu'il y a finalement pas tant de produits que ça qui sont sortis sur le marché. Pas encore. On y reviendra. Jean-Pierre Gomez, vous avez suivi de ça de près également. Quelle est la volonté identifiée de créer un produit d'épargne retraite au niveau européen selon vous ? Disons que c'est quelque chose qui est très positif. On a un problème de retraite en Europe puisque le règlement a été basé sur une étude de IOPA, donc l'autorité des assurances en Europe, qui disait que seulement 27% des personnes avaient un plan de retraite individuel. Donc ça, c'est la première chose. Et forcément, il fallait trouver une solution et je pense que le PEP est une bonne solution. Nous, en ce qui nous concerne, la nouveauté, c'est qu'il y a l'obligation de nommer un dépositaire pour le PEP. Et là, bien sûr, Société Générale Security Services, en tant que prestataire de services, nous allons offrir pour nos gérants d'actifs ou des compagnies d'assurance ce service de dépositaire, puisqu'on a une longue expérience dans ce domaine, et également pour la gestion du passif, puisque vous aurez, comme dans les fonds d'investissement, des souscriptions et pas de rachat, mais des souscriptions, donc des investisseurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse et qui intéresse nos clients. Donc, vous avez regardé ça effectivement pour proposer des services côté entreprise. Pour bien comprendre comment ça va fonctionner, peut-être que Maud Vanier-Moreau, vous allez pouvoir nous expliquer. Donc, on est sur un produit d'épargne retraite au niveau européen. Est-ce que ça veut dire que je sois en France, en Espagne, en Italie, en Pologne, enfin au niveau de l'Union européenne, je peux souscrire exactement le même produit ou est-ce que je souscris un produit national qui est transférable ensuite dans les différents pays ? Alors, on peut souscrire, les produits qui existent vont pouvoir se faire labelliser à quelques aménagements près, vont se faire labelliser par un régulateur d'un pays et ensuite auront la possibilité d'être distribués sur tout le territoire européen. D'accord. Donc c'est des nouveaux produits ou des produits existants labellisés du coup Ça peut être un produit existant labellisé, mais du coup qui répond à tout un tas de caractéristiques qui ont été fixées par la réglementation européenne. Et aujourd'hui, par rapport pour le produit français, il y a quand même des ajustements à faire. D'accord. Ouais. Il ne correspond pas aux normes européennes actuellement. Pas tout à fait, voilà. Et ensuite, le citoyen européen pourra... Il y aura quand même des sous-cantons par pays, mais des transferts facilités. Et surtout, plus besoin de démarches spécifiques administratives ou quoi pour transférer un produit. Donc je transfère quand même mon produit de la France à l'Espagne ou de l'Espagne à la Pologne. Oui. Et ça veut dire qu'il faut que l'opérateur que j'ai choisi soit un opérateur qui soit présent dans l'intégralité des pays de l'Union européenne ? Oui, ou dans les pays qui vous intéressent. Ou dans les pays concernés, ou alors je passe d'un opérateur à l'autre ou d'un. Oui, vous pouvez. Le transfert est encadré et facilité, donc vous pouvez passer d'un pays à l'autre en changeant d'opérateur. Les opérateurs s'engagent à accueillir plus facilement les transferts. Alors, on imagine bien derrière que la volonté, c'est d'accompagner ceux qui travaillent dans différents pays de l'Union européenne tout au long de leur carrière et qui ne restent plus simplement dans un pays. C'est ça la cible prioritaire selon vous Alors, c'est une cible. Mais ce n'est pas la seule. On vise aussi à accroître la concurrence et à faciliter l'accès à l'épargne retraite de certains pays sur lesquels les marchés sont moins développés. Les pays de l'Europe de l'Est, par exemple, n'ont pas la même offre en matière de produits d'épargne retraite que celle qu'on connaît en France.
c'est plus cher, c'est plus compliqué, il y a moins d'opérateurs et du coup là, on va offrir une plus large gamme de produits aux citoyens européens. D'accord, parce qu'effectivement, on voit ça d'un point de vue français où on a par exemple d'autres types de produits, le PER. Oui. Là, en l'occurrence, ce que vous nous dites, c'est que tout le monde n'est pas aussi avancé ou entre guillemets n'a pas autant que le marché français et donc ça vient combler un manque dans d'autres pays de l'Union européenne. Oui, exactement. Ouais. Jean-Pierre Gomez, vous partagez cet avis que finalement la cible, c'est évidemment le travailleur ou la travailleuse qui va bouger au sein de l'Union européenne, mais que finalement on est sur des réalités en matière d'épargne retraite sur le sol européen qui sont assez différentes et là on viendrait proposer une offre un peu harmonisée sur l'intégralité du sol de l'Union européenne. Oui, tout à fait. Je pense que c'est le premier objectif. Mais bon, vous parlez de la France, effectivement, des Français qui vont bouger à l'étranger, mais vous avez aussi des étrangers qui vont bouger en France. Le succès de ce PEP, c'est la portabilité. C'est-à-dire que j'ai un plan de retraite que je constitue, moi en tant que Français, par exemple, au Luxembourg. Je vais en France, eh bien, mon plan me suit. Donc ça, c'est la plus grande importance. Ensuite, la problématique qu'on aura, c'est la gestion fiscale. Même si la Commission européenne a expliqué qu'un PEP doit avoir le même traitement fiscal que les produits locaux, je reviens avec cette histoire de gestion du passif. Bien sûr, la situation d'un investisseur n'est pas le même suivant son patrimoine, suivant s'il pourra déclarer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est problématique, mais je pense qu'on arrivera à le régler dans le temps. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est un argument indéniable. Un mot quand même sur ce sujet fiscal, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'harmonisation de ce produit au niveau fiscal et que du coup ça dépendra de chaque pays. Est-ce que ça va du coup créer des effets d'aubaine ou au contraire des complications à la transférabilité des PEP ? Soyons clairs, la fiscalité est différente d'un pays à l'autre. En revanche, le PEP sera traité fiscalement sur le territoire national français de la même façon que notre produit local. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. En tous les cas, c'est l'intention du règlement. Voilà. Mais bien sûr, après, les problèmes fiscaux d'un pays à l'autre, ça, c'est une autre affaire. Voilà. Mais nous, enfin, en tous les cas, chez Société Générale Security Services, comme je dis, on regarde bien sûr toutes ces gestions du passif, comment on va pouvoir, avec des investisseurs, et je saisis l'opportunité de dire que deux choses. La première, c'est que l'industrie des fonds d'investissement nous aide beaucoup, puisque les fonds d'investissement ont été distribués dans toute l'Europe et il y a un passeport qu'on appelle OPCVM avec une autre directive AIFMD. Et donc, effectivement, je pense que le PEP, on va pouvoir s'inspirer là-dessus. Et puis, le dernier commentaire, vous disiez que bon, le PEP vient d'être lancé au mois de mars. Moi, je ne suis pas sceptique, je suis optimiste. Je pense que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de PEP en France ou en Europe que le PEP ne va pas être un succès. Alors justement, on va avoir l'occasion d'en reparler, notamment du fait qu'il n'est pas encore distribué sur le sol français. Juste avant, une question quand même, Jean-Pierre Gomez. Quand on parle d'épargne retraite ou de produits d'épargne tout court, mais là en l'occurrence on parle d'épargne retraite, il y a le sujet fiscalité qui est un sujet qui est regardé de près et on se pose souvent la question de savoir ce qu'il y a dedans, sur quoi il est investi, est-ce qu'il y a des garanties en capital, est-ce qu'il y a des garanties de performance, est-ce qu'on a toutes les réponses à ce stade aujourd'hui ? Oui, alors moi-même, à titre personnel, je veux dire, j'ai été à Francfort, c'était en février 2020, où Monsieur Bernardino de IOPA avait organisé un public hearing. Et là, il y avait les asset managers, il y avait les compagnies d'assurance. Et une des problématiques du PEP qui a été soulevée, c'est que, bon, et moi-même, j'avais posé la question, il n'y a pas de garantie formelle et il n'y a pas, quand je dis garantie de capital, ni garantie de performance. Donc ça peut être un problème parce que, voilà, c'est pour encourager les gens à souscrire au PEP, il faut qu'ils aient un minimum de... Mais est-ce que les autres produits actuels offrent une garantie de capital ou une garantie de rendement? Ça, c'est à voir. En tous les cas, ce n'est pas prévu. Voilà. Donc ça peut être quelque chose un blocage. Après, il y a des cycles d'activité qui sont longs, mais encore une fois, je pense qu'il faut lancer, c'est la gestion d'actifs avant tout, donc sur du long terme, puisqu'on part sur du long terme, avec des cycles de 5 ans, où l'investisseur ou l'épargnant pourra choisir son nouveau profil, par exemple. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'il peut à tout moment changer de fournisseur. Ça, c'est très important.
C'est-à-dire qu'il a liberté, s'il n'est pas Maud content Vannier-Moreau, de son effectivement, fournisseur. sur le fait d'avoir plus de concurrence finalement sur ces sujets du PEP. Maud Vannier-Moreau, même question, enfin que ces sujets qu'on a abordés avec Jean-Pierre Gomez, peu distribué, voire pas du tout distribué sur le marché français, ce produit aujourd'hui. On n'a pas encore vraiment d'informations sur la garantie de la performance, la garantie en capital, ce sur quoi il est investi, mais pourtant il est lancé. Est-ce qu'il reste finalement des choses à combler sur ce produit aujourd'hui pour qu'il soit réellement efficace au niveau du grand public ? Comme disait Jean-Pierre Gomez, on attend quand même toute la réglementation fiscale. D'accord. Ouais. Maintenant, le sujet du capital ou de la performance, c'est un sujet qui touche tous les produits d'épargne retraite. La nouveauté du PEP par rapport aux produits qu'on connaît en France, c'est quand même qu'il y a une information et un conseil qui est donné aux souscripteurs qui a été normé et qui du coup permet aux souscripteurs de savoir, de connaître, de comprendre et de choisir le risque qu'il va prendre pour un espoir de performance à un certain niveau. Donc ça c'est quand même important, mais c'est pas très éloigné de ce qui se fait aujourd'hui. Et alors, Jean-Pierre Gomez nous disait qu'il n'était pas très inquiet sur le développement de ce produit, même s'il n'est pas distribué aujourd'hui. Moi j'ai envie de poser la question autrement. Une concurrence accrue sur un produit d'épargne retraite, non plus au niveau national, mais au niveau européen, est-ce que ça ne vient pas expliquer le fait qu'on regarde un petit peu comment ça se passe avant de se mettre à distribuer des produits comme celui-là ? Pour un distributeur. Pour un distributeur sur le sol français ou espagnol, mettons. Évidemment. Et puis dans les caractéristiques du PEP, il y en a une qui est assez forte, qui est le plafonnement, l'encadrement des frais. D'accord. Donc pour un PEP de base, le distributeur ne peut pas facturer plus de 1% de frais à son client. Et aujourd'hui, on sait que de lancer un produit, ça nécessite de gros investissements en matière de développement informatique, en matière de distribution, puis de gestion de toutes sortes. Il y a aussi une obligation qui est imposée au distributeur, c'est le devoir de conseil, qui est évidemment primordial pour un souscripteur. Il faut qu'il sache ce sur quoi il investit et les risques qu'il prend. Mais ça, c'est des investissements lourds qui ne sont pas rentabilisés quand on est plafonné à 1%. Voilà. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que Jean-Pierre Gomez sur le fait que même si ça n'est pas développé aujourd'hui, un mois à peu près après le lancement du PEP, ça va finir par se développer quand même ? Oui. Et puis on essaye à notre échelle de promouvoir ce produit-là. Évidemment, il faut que l'Europe soit dotée d'un produit universel, à la fois pour les particuliers, on en a parlé, aussi pour des grandes entreprises qui auraient des salariés mobiles et les DRH se doivent aujourd'hui de les accompagner sur le sujet de la retraite supplémentaire. Merci beaucoup Maud Vannier-Moreau. Je rappelle que vous êtes directrice générale associée de Galéa. Merci également Jean-Pierre Gomez à distance avec nous. Vous êtes au Luxembourg, responsable des affaires publiques et réglementaires chez Société Générale Securities Services. Et merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On espère vous avoir donné quelques clés pour comprendre ce nouveau produit d'épargne retraite, le Pan European Pension Product. On vous souhaite une très bonne fin de journée. On vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.